Bonjour. On va donc aborder le premier cours sur les groupes de vaches. Vache le typhon humanoïde. Donc le premier cours, finalement, on va même faire deux cours sur les rudiments. Le deuxième sera fait la semaine prochaine, probablement. Alors, qu'est-ce qu'un groupe de vaches? Un groupe de vaches, aussi appelé pyramide arithmétique. En fait, les groupes de vaches sont des groupes infinis, multiplicatifs, ordonnés. Et, on va dire, le plus souvent commutatifs. Pour l'instant, on va juste parler des groupes commutatifs. Enfin, plus tard, on pourra toujours invoquer des groupes non commutatifs sur la base du même principe. Mais c'est pas ce qu'on va faire d'abord. Donc, le premier groupe qu'on va faire, le premier cours, qu'on va faire, ça va être les cours sur les groupes de vaches en dimension 2. Cours sur les groupes de vaches en dimension 2. Donc, au final, ce sera peut-être écrit un peu petit, je sais pas trop. Je vais essayer de faire en mieux. Alors là, j'ai écrit du texte, mais je vais vous le lire, parce que je l'ai écrit. Vous retrouverez le texte sur Instagram. Donc, on va dire, les cours, c'est sur YouTube. Les polycopiés sur Instagram et les commentaires sur Twitter. On avait déjà commencé, on avait fait une farce, mais là, on va être un peu plus sérieux. Donc, on va étudier d'abord les groupes de vaches de dimension 2. Dimension 2, ça veut dire qu'il y a deux bases. La base est de dimension 2. Alors, on va partir sur un exemple. C'est la base 2, 3, avec les nombres divisibles par 2 et 3. Alors, on va considérer qu'on a un axe comme ça, ordonnée abscisse. Quand on monte, ça multiplie par 2. Quand on va vers la droite, ça multiplie par 3. Si on descend, ça divise par 2. Si on va vers la gauche, ça divise par 3. Donc, en montant comme ça, dans le plan, on a 4 quarts du plan. Le quart au droit, au gauche, bas droit. Quand on est seulement sur la partie qui est là, c'est les puissances, les nombres qui sont puissance de 2 et de 3. Mais puissance avec l'exposant qui est un nombre entier. C'est-à-dire qu'au final, on a des nombres entiers. Cette partie-là, par exemple, j'ai compté les nombres. On a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, 19, voilà. Les nombres, ils montent comme ça régulièrement. Ils sont ordonnés. Donc, l'ordre est défini en fonction de l'empilement des briques, comme ça. Les briques, donc, on a des briques. Là, on a 1, là, on a 2, là, on a 4, là, on a 8, 16, 32, 64. Ça multiplie par 2. Dans ce sens-là, on a 1, 3, 9, 27. Ça multiplie par 3. Si on prend les deux à la fois, on considère que les briques s'empilent de manière régulière avec une hypoténuse, comme ça, une hypoténuse, qui avance toujours comme ça, de la même manière, avec toujours la pente qui est exactement la même. La pente, juste, l'hypoténuse se décale. La pente, c'est toujours la même. La pente, c'est moins ln de 3 sur ln de 2, pour la base de 3. Donc, au final, les nombres, ils sont définis comme ça, multiples de 2 et de 3, puissance de 2 et de 3. Dans l'autre quart qui est là, ça sera les nombres qui sont des fractions de puissance de 2 et de puissance de 3. Ici, fraction de 2 à l'exposant au numérateur et des puissances de 3 au dénominateur. Là, c'est l'inverse, et là, c'est que des puissances de 2 et de 3 au dénominateur. Donc, on peut définir ici tous les nombres puissance de 2 et de 3, positifs, il n'y a pas d'élément négatif, strictement positif, compris donc entre 0 et l'infini. Plus on descend, plus on va vers le 0, plus on monte, plus on va vers l'infini. Infini, 0. Donc les groupes de vaches, comme c'est écrit ici, sont des groupes infinis. C'est bien une notion de groupe. Alors, si on prend une seule dimension, si on prend seulement la dimension 2, on a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Et pareil, on a les éléments inverses, un demi, un quart, un huitième, et ça descend. L'élément neutre, c'est le 1. C'est bien un groupe multiplicatif pour la base multiplicative 2. Dans ce sens, en haut vers le bas. Pareil pour 3. C'est bien un groupe multiplicatif. On a bien... et c'est même un groupe commutatif et multiplicatif. Avec l'élément neutre 1 et les éléments inverses d'un côté par rapport aux éléments les autres inverses. Alors au final,
si on prend une seule base, on a un groupe, chacune des deux bases est un groupe, et si on prend les deux bases liées, on a également un groupe. C'est un groupe infini, c'est multiplicatif, on l'a dit, ordonné, voilà. Donc la notion d'ordre est donnée par l'hypoténuse, en fonction de comment elle monte. L'ordre est donné par cette droite. On appelle l'hypoténuse au début, après on l'appellera la droite, après on l'appellera l'hyperplan, parce que plus on montera la dimension, plus ça deviendra un hyperplan. Mais pour l'instant, on va dire l'hypoténuse, parce qu'on a un beau triangle rectangle avec une hypoténuse. En fait, c'est une droite qu'on appellera plus tard l'hyperplan de surface, qui détermine l'ordre. Si on prend par exemple, là, on peut prendre une bande qui est entre ça et ça, entre le nombre qui est là et le nombre qui est là, on a tout un tas de briques qui sont ici des nombres entiers, mais ici des nombres fractionnaires. On en a une infinité. On aura entre deux traits, on aura toujours une infinité de briques. Enfin, toujours, on essaiera de les déterminer à un moment donné, ce sera l'objet du cours 2, voir s'il y a toujours des infinités de briques, quelle que soit la distance. Au final, en tous les cas, c'est un groupe infini multiplicatif, commutatif, mais surtout, l'important, c'est qu'il est ordonné. On va essayer de déterminer ce qu'on peut obtenir avec ces ordres. Et déterminer une addition sur la base de ces ordres. L'addition sera donc en fonction de l'ordre. Donc, on va essayer d'étudier ça. On étudiera aussi la topologie justement pour voir s'il y a des points d'accumulation partout pour toutes les valeurs, si ces espaces sont denses dans l'espace des réels. Et tout ça, on va le voir petit à petit. Donc, on va commencer par des notions. Alors, le premier cours, c'est étudier donc seulement en dimension 2. On peut faire pareil en dimension 3, on rajoute une dimension comme ça, par exemple. Elle partirait comme ça serait par exemple le nombre 5. Là, on a 2, là, on a 3, là, on a 5. Et après, pour rajouter une nouvelle dimension, il faut rajouter des dimensions supplémentaires d'espace. Mais c'est tout à fait possible. Là, on a pris des bases premières, 2 et 3. On peut prendre d'autres types de nombres. On peut prendre des bases algébriques, irrationnelles, des bases entières. Et on va utiliser ça justement pour voir ce qu'il se passe. Alors, donc, en fait, lorsqu'on veut étudier l'ordre des briques, on va considérer qu'il existe un ordre de référence. L'ordre de référence, c'est celui qui a été défini par la théorie des ensembles, par la théorie arithmétique usuelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme on compte d'habitude. Ça sera notre ordre de référence qui a été déterminé par des sages au début du XXe siècle, avec des axiomes particuliers d'arithmétique, des théories de l'ensemble, qui ont déterminé des lois d'induction, de récurrence, tout ça. Donc on va dire que toutes les mathématiques basées toutes les mathématiques basées sur les axiomes usuels d'arithmétique, de théorie d'ensemble, et même l'axiome du choix, on va les considérer comme les mathématiques de référence avec une arithmétique de référence, donc on les prendra toujours en référence. On va essayer donc de créer des arithmétiques différentes, en prenant toujours cette arithmétique-là comme référence, pour s'y référer, notamment pour des calculs, parce que donc les mathématiques usuelles sont très efficaces, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est implémenté dans toutes les bécanes. Donc toutes les bécanes calculent comme ça, les ordinateurs, les calculatrices, donc on pourra s'en servir. Et en plus de ça, c'est bien d'avoir une référence toujours. Donc là, on a la référence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, et là on a deux nombres. On a vu que donc ces nombres augmentent. Et donc, ils augmentent, et ils ont donc, un ordre, et à chaque valeur de nombre, on voit que les nombres qui sortent, c'est pas tous les nombres, parce qu'on a seulement les nombres qui sont, quand on les décompose en facteurs premiers, dans lesquels les seuls facteurs qu'il y a, c'est 2 et 3. Donc au final, ces nombres-là, c'est pas tous les nombres usuels. Donc on va les compter, par exemple, par la partie qui est dans le quart haut droit du tableau, c'est-à-dire les parties entières non fractionnaires. Le nombre qu'on obtient, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 64. Ça continue. Et donc à chacun de ces nombres, on affecte une référence qui est la référence d'ordre. Par exemple, le nombre 27, c'est le 12e. La valeur c'est 27, la référence c'est 12, parce qu'il est le 12e. Le nombre 54, la référence c'est 16, parce que c'est le 16e.
On appelle ça l'ordre de comptage des breaks. Quand on va compter, on va essayer surtout de dénombrer la partie qui est là. Mais après, c'est applicable aux autres. Il faut comprendre qu'entre deux bandes, on a un nombre infini de nombres. Donc on va pas essayer de compter l'infini, en tout cas pas dans l'immédiat. Après, au niveau, quand on effectuera des recherches plus poussées, plus loin. Mais au départ, on va juste se concentrer là-dessus, parce qu'au moins quand on compte le nombre, entre deux bandes, on a toujours un nombre fini. Entre deux nombres, on aura toujours un nombre fini de breaks. Donc on peut les compter. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc comment on compte les breaks? On peut compter d'abord de la manière simple. On les référence toutes, de la référence, et donc on va dire entre la brique 8 et la brique 27, bon, 8 c'est 6, 27 c'est 12, on sait qu'il y a 6 briques, parce qu'on fait 12 moins 6. Et après, on essaiera justement de déterminer, plutôt que les référencer toutes, une méthode de comptage, des méthodes approximatives et des méthodes peut-être exactes. On étudiera donc certaines choses. Donc je ne me rappelle pas de tout ce qui est écrit ici. Je crois que tout ce qui est écrit ici, c'est à peu près la même intro que je viens de vous faire, différemment. On va passer au polycopier numéro 5 et 6. C'est les polycopiers à l'ancienne. J'ai fait ça dans ma vieille machine à encre. Avec de l'alcool, c'était bon, ça sentait bon. Alors. Donc au final, on va dire comment on détermine certaines choses, comme les positions des briques, les positions de l'hypoténuse, la pente, tout ça. Alors, si on prend la base 2 et 3, la pente de l'hypoténuse, ça sera moins ln de 3 sur ln de 2. Pourquoi? Vous avez qu'à essayer de chercher vous-même, mais c'est vraiment pas des mathématiques bien complexes. On va considérer que là, à peu près, on a un rapport de ln, la distance là, à quelques constantes près, ça sera ln de n sur ln de 2. Et celle-là, c'est ln de n sur ln de 3. Donc on fait la différence qu'on met l'une sur l'autre pour calculer la pente, ça fait ln de 3 sur ln de 2. Moins ln de 3 sur ln de 2, parce que c'est une pente négative. Au final, quand on calcule le nombre ln de n sur ln de 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on calcule la puissance à laquelle on met 2, à quelle puissance on met 2 pour obtenir n. Donc, si on met 2 puissance x est égal à n, quel est ce x? C'est ça que donne ln de n sur ln de 2. Quel est le x tel que 2 puissance x est égal à n? Et quel est le x tel que 2 puissance x est égal à n? C'est un nombre, par exemple, pour revenir à notre tableau précédent, là, si on prend n est égal à 72, par exemple, on aura donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, plus un chouïa pour arriver à 72. Donc on aura 2 puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on aura 2 puissance 6, peut-être 6,2, ou si je ne me rappelle plus exactement combien ça fait. Donc au final, c'est le nombre de briques plus une partie, un chouïa, qui est le reste. Alors, on va dire, ça compte donc, comme on compterait en puissance, 2, 4, 8, 16, et au final, mais dans différentes dimensions, pas seulement en binaire, c'est le côté binaire, l'autre côté ternaire, après des puissances de 5, puissance de tout ce qu'on veut. Alors, ce qu'on peut déjà déterminer, c'est que l'hypoténuse, ou l'hyperplan de surface, pour l'instant l'hypoténuse, on appellera à une pente qui est une pente de valeur irrationnelle. Moins ln de 3 sur ln de 2 ne peut pas être un nombre rationnel, pour la simple et bonne raison que si c'était un nombre rationnel, d'un côté on pourrait trouver P et Q, on pourrait trouver plutôt n et m, tel que ln de 3 sur ln de 2 est égal à n sur m. Et en gros ça signifierait cela, qu'on pourrait donc, cette pente, considérer, là on a n, là on a m, n, m, exact, de valeur entière, n ici, m ici, tel que la pente est égale à n sur m, rationnel. Ce signifierait donc que la pente, dans un quadrillage donné, pourrait très bien pointer ici un point, ou ici un autre point. Et que ces deux points, quand on les pointe, ici ou même à d'autres endroits de la droite, on obtient la même valeur. C'est-à-dire qu'il existerait alors des décompositions de nombres en facteur premier qui ne soient pas uniques. Par exemple, on pourrait avoir 3 puissance n est égal à 2 puissance... Oh là, je me suis trompé, ça va être 3. 3 puissance n est égal à 2 puissance n.
et 3 puissance n est égal à 2 puissance n, on n'y arrivera pas. C'est le problème de la décomposition en facteur premier, c'est connu depuis Pythagore. On pense que c'est connu depuis Gauss, mais Pythagore le savait déjà, vu qu'il a fait des théorèmes de tempérament sur la musique, qu'il a déterminé des choses sur les comment dire, sur les quintes, les tempéraments sur les quintes, sur les harmoniques. C'est connu depuis Eratosthène, je pense, certainement, qui a étudié les nombres premiers. Donc au final, la décomposition est unique. La décomposition est unique en facteur premier, donc la pente sera irrationnelle. Pour la base de 3, pour l'exemple donné. Donc, ce qui signifie, à contrario, est irrationnel quand l'hypoténuse touche un point ici, elle ne touchera jamais un ailleurs. L'hypoténuse peut très bien toucher aucun point, c'est possible. Enfin, nous déterminons, oui, l'hypoténuse peut toucher aucun point. Mais si elle en touche un, elle n'en touche pas d'autre ailleurs. Elle ne peut pas toucher 2 points, elle ne peut pas toucher une infinité de points. Elle ne peut pas toucher un nombre fini de points supérieur à 1. C'est 1 ou 0 qu'elle pourra toucher. Pour l'hypoténuse donnée de pente moyenne de 3 sur Ln de 2 relative à la base de 3. Alors, on va déterminer 3 ou 4 fonctions utiles. La fonction comptage de briques, la fonction référence, la fonction valeur et la fonction addition. Addition, bon, fonction, après ça pourrait être considéré comme quelque chose de plus général qu'une fonction. Et pour l'instant, on va l'appeler fonction. Déjà, la fonction addition ne sera pas définie sur tous les nombres, seulement sur une partie donnée. Mais on verra ça tout à l'heure. D'abord, comptage de briques. Comptage de briques, c'est donc ce qu'on a fait, c'est compter les briques. On va dire, la fonction comptage de briques à n donne le nombre de briques pour une valeur n, par exemple pour 64. Pour le nombre 64, combien de briques pour arriver à 64? Alors si vous me dites 64, c'est que vous n'avez pas suivi. Pour arriver à 64, il y en a 17. 64, c'est la 17e brique. Donc pour arriver au 64, il y a 17 briques. C'est donc là le comptage de briques. Donc on va premièrement, les fonctions qu'on va vraiment retenir, c'est les fonctions référence. Un nombre donné, 4, ref 4, ça donnera un nombre 4, la référence. Donc pour 64, la référence c'est 17. Comptage de briques, c'est une fonction plus générale, elle peut compter les briques entre plusieurs nombres, mais là, pour la référence, c'est juste donner le nombre de briques entre le point de départ et notre nombre. Donc c'est dans l'ordre de référence, quelle est la position de notre nombre. Référence. Alors, la référence du nombre 8, c'est 6. Et quand on donne une référence d'un nombre donné, la référence, ça sera une convention entre nous, on va l'entourer. Ça sera donc, et quand on entoure un nombre, on sait que la valeur qui est dedans, c'est la valeur dans l'arithmétique usuelle. Donc c'est la valeur retenue tout le temps dans les arithmétiques normales. Par exemple, si je sais que c'est 6, là je sais que c'est un 6 qui est égal à 3 plus 2, mais qui est égal à 4 plus 2, qui est 5 plus 1, qui est égal à... C'est le 6 habituel, c'est pas un 6 qui sera tordu. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a des 7, qu'il y a des 5, alors que dans notre arithmétique à nous, il ne peut pas y avoir de 5 ou de 7. C'est donc on l'entoure. Quand c'est le nombre de l'arithmétique usuelle, on l'entoure. Référence. Après, au-delà de cette référence-là, bon là on a le comptage de briques dont on a parlé, c'est la différence des références. Le nombre de briques entre 4 et 8, c'est ref de 8 moins ref de 4. C'est donc 6 moins 4, c'est 2. La fonction addition, c'est l'inverse du comptage de briques. Donc vous comprendrez bien. La fonction val, c'est l'inverse de la référence. Donc l'inverse de la référence, c'est la ref de 4, j'ai 4, ref de 8, j'ai 6. La valeur de 4, c'est 4, et la valeur de 6, c'est 8. Valeur de 5, là, j'ai mis 6. Valeur de 6, et ref de 6, j'ai mis 5. Donc après, on peut définir une addition de manière plus rigoureuse. Alors, soit N1, N2 appartenant au groupe de vaches de 3, N1 est égal à 2 puissance A1, 3 puissance B1, N2 est égal à 2 puissance A2, 3 puissance B2, N1 plus N2 est égal à val de ref de N1, là j'avais entouré, mais il ne faut pas entourer, mais j'avais la peine de recopier, ref de N1 plus, même plus entouré, pour comprendre que c'est l'addition usuelle, ref de N1 plus, comme ça on ne mélange pas les nombres, on ne mélange pas non plus l'opérateur additionné entre l'opérateur additionné
dans la valeur et additionner dans l'arithmétique usuelle. Là par contre j'aurais pas dû mettre le tour qui est là, c'est pas bon, c'est pas très grave. Ref N1 plus ref N2, donc N1, N2, bon vous lirez, ce sera sur Instagram. Dans mon compte c'est Valsrael et moi, un truc comme ça. Il y a des tableaux de la Joconde et des mathématiques et de la physique des leptons. Alors, mais c'est à vous de le trouver, je vais pas vous donner l'adresse. Hein. Il faut me chercher, je suis une pieuvre tentaculaire sur internet. Il faut chercher toutes mes œuvres parce que je ne vais pas les référencer. N1 plus N2, donc appartient, si on prend N1 appartenant à un groupe de Val, donc en puissance de 2 et de 3, N2 en puissance de 2 et de 3, la somme N1 plus N2 sera un nombre appartenant au groupe de Val, donc un nombre N1 plus N2 doit être absolument, c'est comme ça qu'on l'a défini, un nombre puissance de 2 et de 3. Donc il ne s'agit pas par exemple, si je fais 4 plus 8, bon, c'est pas un très bon exemple. Si je fais 3 plus... mince. Voilà, si je fais 6 plus 8, par exemple, 6 plus 8, on va dire 14. 14, c'est ça qui nous posera problème, c'est que 14, c'est une puissance de 7. 7 et de 2, 7 fois 2, 6 plus 8, 14, 7 fois 2, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on va dire 6 plus 8, c'est égal à 5 plus 6 dans les références, c'est égal à 11 dans la référence. Et 11 dans la référence, là, si je joue au 26, ça fera 24. Et 24, c'est 6 fois 4. Des puissances de 2 et de 3. Donc, au final, tout ça, on obtient, au final, addition définie, comme ça, l'addition sera définie dans la partie quart O, nombre entier non fractionnaire, des puissances de 2 et de 3, l'addition sera définie sur cette partie-là. On verra après de quelle manière on pourra l'étendre ou pas, ça je ne vais pas vous le dire. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on n'a pas d'existence de 0 pour l'instant, ça c'est certain, parce que dans notre pyramide, si vous cherchez le 0, il faut qu'il y ait rien du tout. Et c'est ce qu'on a du mal à comprendre des fois certains animaux, ou même les premiers humains. Comment tu définis le 0? Il n'y a rien. Voilà. Mais c'est ça. Mais notre brique, elle est conçue exactement comme vous voyez les nombres, peut-être les anciens. Et pour voir le 0 dans notre pyramide, il faut enlever toutes les briques déjà. Et pour voir les nombres négatifs, ben, il faudrait enlever des briques négatives. Donc pour l'instant, les nombres négatifs ne sont pas définis ainsi. Après, on pourra les définir en rajoutant des dimensions qui sont justement des groupes finis. Donc si on rajoute des groupes finis, des puissances finies, moins 1 par exemple. Moins 1, puis la puissance ça fait 1. Ça fera moins 1, 1, moins 1, 1. Donc on aura des groupes, on aura des dimensions cycliques. On pourra comme ça rajouter des nombres complexes, des nombres complexes et des nombres négatifs, mais on fera ça plus tard. Et donc on pourra rajouter des nombres commutatifs, non commutatifs, mais on verra ça plus tard, et c'est pas une chose très aisée en fait à rajouter dans la pyramide pour que ça reste naturel, et on verra si on y arrive. Donc pour l'instant on n'a pas l'existence de 0, pas d'éléments négatifs, on n'a pas non plus de distributivité, ce qui signifie notamment qu'on n'a pas de structure d'anneau, parce que pour une structure d'anneau, ben, il faut tout ça, et on n'a rien de tout ça. L'absence de distributivité, en fait, vous avez la démonstration sur ce papier. Vous pourrez le lire, je vais vous le laisser. Je vais vous le lire. Étude de distributivité, 3 multiplié par 2 plus 4. On obtient 3 multiplié par valeur de ref2 plus valeur de ref4. Entre parenthèses, ref2 plus ref4. Donc 3 valeurs de 2 ronds plus ronds, 4 ronds. 2 ronds plus ronds, 4 ronds, ça fait 6 ronds. Valeur de 6 ronds, 8. 3 pour 8, ça fait 24. Et si on fait là de même côté, on obtient 32. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au final, on n'a pas de distributivité. Par contre, on peut obtenir d'autres règles plus étonnantes. Par exemple, je vais vous la rajouter. Par contre, 3.2 plus 3.4, qui est égal à 32, c'est égal à... Où je me rappelle... 32, ça va. 5 plus 13. Je vais vérifier un truc. Ouais, j'ai pas trop préparé, il y a une partie qui est improvisée des fois. Alors. 13, on va dire 32, c'est ça. 3.2.32 qui est égal à 8. C'est bien ça, 2 plus 4, 6, 8. Je vais le revérifier comme pour pas vous écrire des trucs.
2 plus 4, 6, 8. C'est égal à 8. Mais c'est pas ce que je voulais, là, ça m'ennuie. Souvent, en fait, ce qu'on obtient, c'est quelque chose pas loin de 9,5. Souvent, on a pas loin de 3A plus 3B. Et pas loin de 9,5 fois A plus B. Nous, on essaie de déterminer la règle exacte. Pour l'instant, on va dire que c'est une conjecture. On va voir si on obtient ça ou quelque chose de pas loin. On peut faire la même chose dans les autres directions. Il y a la direction 2, il y a la direction 3, mais il y a d'autres directions. Il y a la direction 6, la direction 27. Pas 27, c'est idiot. Mais on peut avoir la direction, par exemple, un truc de plus complexe. Par exemple, la direction 12, ouais. Ou, il y a comme ça des directions. Là, je vais vous les montrer comme ça. Tout à part les directions. On a la direction, là on a la direction 2, là on a la direction 3. Mais si on prend comme ça en diagonale, on a la direction 6. Là un peu plus, la direction 12, la 24. Là on a la direction 54. Comme ça, on a donc des directions. Et donc si là je fais direction 6, après j'ai 36. 36 parce que 6 fois 6 égale 36. Voilà, bon ça c'est des choses assez simples. Au final, c'est ça qu'on doit déterminer. La distributivité, ça sera même pas de la distributivité, on sait que c'est pas distributivité. On va déterminer les règles de distributivité, c'est plutôt ça. On va essayer de déterminer les règles de distributivité en fonction des angles, en fonction de la direction, et surtout en fonction de la limite. On va chercher des choses limites. Hop. Cas général. Base PQ. C'est pareil que la base de 3, sauf que c'est P et Q appartenant à des nombres premiers, ils sont distincts. On prend des nombres premiers distincts, donc là on a 1, P, P carré, P au cube, P4, P5. Là on a Q, Q carré, Q3, là PQ, et là si on avait continué dans cette direction là, PQ, P carré, PQ carré. La pente c'est moins ln de Q sur ln de P. Exactement pour les mêmes raisons que 2 et 3, cette pente sera irrationnelle. Pourquoi elle sera irrationnelle? Ben exactement pour les mêmes raisons, P et Q sont distincts. Unicité de la décomposition en facteur premier. Voilà. Donc le groupe de Waage de base P et Q, c'est l'ensemble des P et Q appartenant à P, tel que P puissance, enfin, c'est l'ensemble des... Le groupe de Waage de base P et Q appartenant à P, et l'ensemble des PI, QJ, IJ appartenant à Z. Voilà, c'est l'ensemble des puissances de P et de Q, IJ appartenant à Z. Z étant le Z usuel, hein, c'est pas un Z tordu. Hein. Élément neutre 1, opérateur de multiplication usuel. L'ordre, dans le sens, la référence, l'ordre de référence du groupe de Waage PQ, c'est déterminé exactement de la manière que 2 et 3. Donc on détermine une hypoténuse. Bon, on dirait que j'ai pris les mêmes pentes que de l'autre côté, j'ai fait ça à l'œil, bon. Les pentes, elles pourront varier quand même. Hein. Par contre, ça serait bien de garder une certaine ordre quand on détermine une base PQ, de les mettre en ordre croissant, les bases. Ça sera une règle que je ferai la plupart du temps, enfin tout le temps. On considérera, je ne l'ai pas écrit dans le cours, mais que lorsqu'on prend une base, P1, P2, P3, P4, P5, on les met dans l'ordre croissant, dans la multiple usuelle. C'est-à-dire que les pentes seront toujours plus aplaties d'un côté que de l'autre. L'ordre du groupe de Waage de base PQ, et d'ailleurs, vous pouvez voir que je mets toujours le P ici et le Q là. Bon, j'ai inversé les axes et les ordonnées. C'est pour faire chier le monde. J'aime pas. J'ai jamais aimé mettre le P ici et le Q là. Donc au final, je fais ça comme ça. Je mets le 2, le 3 ici, et après Après, je sais pas, peut-être que je fais pas les repères dans le sens normal. C'est pas impossible. L'ordre du groupe de Waage de base PQ, donc c'est déterminé de la même manière. Comme ça, en fonction des positions des briques par rapport... Donc, en fonction de les... Voilà. À chaque fois que l'hypoténuse avance, paf, ça touche des nouveaux points dans le quadrillage. Et à chaque fois que ça touche un nouveau point dans le quadrillage, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a des nouvelles briques. Le point ce qu'on prend comme référence, de la même manière qu'on compte du côté haut droit du plan, la valeur de la brique, ce sera le coin haut droit du carré. Parce que le carré, il a 4 points, on ne saurait pas quel point du quadrillage prendre. On prend le haut droit tout le temps. C'est une convention. Donc là, 1, au final, quand on dit P5, c'est ici. P4, P3, P2, P1. C'est des briques, mais au final, c'est des points.
mais je préfère l'idée de briques, ça a plus de sens. Mais au final, ça sera des points. Je vais vérifier s'il ne manque pas de la batterie. Je vais le brancher. Voilà. Je branche. Hop. Voilà. Au moins on aura de la batterie. Hop. Donc de la même manière, c'est rationnel, ça je l'ai dit. Les fonctions val, ref, nombre de briques et addition sont définies de la même manière. De la même manière, c'est pas distributif, c'est pas... Enfin, c'est pas distributif, on est erreurs de le voir, ça sera une conjecture. Pour l'instant, il n'y a pas d'élément neutre, pas de zéro, pas de... Tout ça, voilà. Donc à chaque fois qu'on croise un point, il n'y en a pas de second. Ça c'est... Voilà. Donc au final, c'est pas un cas bien différent. On peut utiliser un cas étrange. La base N1, N2. Mais avec N1, N2 appartenant à N. Étoile, c'est-à-dire sans le zéro distinct. C'est-à-dire que ce coup-ci, on n'a pas pris les nombres premiers, mais des nombres entiers. Et donc dans ce cas-là, on peut voir que le côté de la pente qui est forcément irrationnelle, c'est pas forcé dans ce cas-là. La pente, c'est moins ln de 2 sur ln de 1, moins ln de n2 sur ln de n1. On peut voir que dans certains cas, par exemple, si je prends n1 est égal à 3 et n2 égale 27, qui sont des nombres entiers mais pas premiers, enfin 3 est premier mais pas 27, on peut voir que moins ln de 27 sur ln de 3, c'est égal à moins 3. Et c'est un nombre entier, c'est un nombre donc rationnel, donc c'est pas un nombre irrationnel. Et dans ce genre de cas, on n'a pas unicité de la décomposition. Donc au final, si je prends 27, on peut l'écrire 27 ici, dans la dimension, il serait ici, il serait également dans la 27. D'ailleurs là, c'est pas... Là, l'exemple n'est pas corrélatif à la pente qui est là. Là j'ai pris une pente quelconque. La pente, elle serait comme ça pour... la pente serait comme ça pour 27 et 3. Et donc, le côté irrationnel, c'est donc qu'il y a une décomposition unique en facteur premier. Et donc, avec des nombres 1, 1, 2, distincts entiers, c'est pas forcé qu'il y ait des compositions uniques en facteur premier. Donc, la pente n'est pas forcément irrationnelle. Donc, des fois, ça peut toucher 2 points. Et si ça touche 2 points et pas qu'un seul, dans ce cas-là, ça en touchera une infinité. C'est comme ça. Hein. Donc, c'est soit ça touche 0 ou 1, soit ça touche 0 ou l'infinité. Voilà. C'est comme ça que ça se passe quand la droite touche des points. Cas général. Cas général. Alors le cas général, c'est un cas bien général. Mais c'est pas encore le plus général de tous, parce que c'est vrai qu'on peut rajouter des nombres complexes et tout ça. Mais pour l'instant, on regarde un cas général qui est celui-là. R1, R2, R1, R2 appartenant à R plus étoile. Donc les nombres réels, positifs, non nuls. Distincts. Donc on va étudier le groupe de vaches généré par R1, R2. Donc on rappelle 2-3 définitions. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on écrit les ensembles, mais moi c'est comme ça que je les écris. Nombre premier, nombre entier, nombre rationnel, Q. Nombre algébrique, j'ai mis A pour algébrique. Nombre transcendant, j'ai mis T. Nombre irrationnel, j'ai mis I. On va dire A union I est égal à R. Q union... Non, A union T plutôt égal à R. Q union I égale à R. Nombre réel, A inter I égale 0. A inter T égale 0. Q inter I est égal à 0. Ensemble vite, je veux dire. Donc ça sera les définitions qu'on gardera. Donc ce sera important, mais en même temps, on va pas trop s'y attarder aujourd'hui. Hein. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une présentation. Hein. On va en écrire des textes, j'espère. Parce que c'est vraiment le début d'une théorie. Ça a probablement été étudié par un russe dans les années 60, comme on dit, ou je sais pas. Peut-être que ça a déclaffé, mais au final, je sais que des gens ont étudié les groupes infinis, bien entendu. Ça a été étudié, mais souvent, comment dire... Souvent dans les groupes, on n'a jamais terminé d'en parler. Alors moi, j'ai terminé de chercher ma propre approche sur l'étude des groupes infinis, c'est mon approche. Ça fait, c'est redondant avec d'autres études, bien entendu. Ça se fait, ça va beaucoup moins laid que tous ces grands mathématiciens, c'est certain. Mais on verra bien quand même. Donc c'est mon étude, ce sera mon parti pris d'étudier ça de cette manière-là et de voir où ça mène. Donc, théorème 1. C'est des théorèmes, on va dire, ce théorème 1, c'est dans R, on va dire le corps de base, c'est un polynôme dans R, donc, voilà. Donc au final, soit P de X à valeur algébrique, un coefficient algébrique. Le polynôme est un coefficient algébrique,
Si je me suis pas trompé, hein, parce que c'est des trucs anciens dans ma tête. Il me semble que c'était ça. On va dire le AN est non nul, c'est une convention, c'est classique, elle appartenant à une étoile. La coefficient algébrique. Polynôme à coefficient algébrique, P de A égale 0. Si A, seulement, P de A égale 0, veut dire, ça implique A est algébrique. A n'est pas transcendant. De la même manière, le P à coefficient rationnel, 1 divisé par 0. Voilà, bon. C'est connu de cette manière-là, la plupart du temps. Soit un polynôme à coefficient rationnel, on va dire les solutions des polynômes sont les nombres algébriques. C'est la définition des nombres algébriques, les solutions des polynômes à coefficient rationnel. Un polynôme fini, coefficient rationnel dans R. Même dans C, on le définit des fois. Mais moi, je l'ai étendu au coefficient algébrique, voilà. Donc, on va dire P de A égale 0, A appartient à A, P de A égale. Donc, au final, on inverse, parce que d'habitude, c'est justement inversé dans la définition. On définit les nombres algébriques comme ça, alors on va dire les nombres algébriques existent, on redétermine les théorèmes, ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. Théorème 3. Donc, si on prend P de X est égal à X puissance P moins B puissance Q, P appartenant à une étoile, Q appartenant à une étoile, je me trompe pas, j'ai écrit ça un peu vite aujourd'hui, s'il y a des erreurs, je reviendrai derrière. Si B est égal à Q, ou A, on va dire, soit B rationnel, soit B algébrique, P égale 0 implique A appartenant à A n'est pas transcendant. A est algébrique. Ça sera X puissance P moins B puissance Q. On considère donc dans ce cas que c'est un polynôme en coefficient rationnel ou algébrique. Donc la racine est algébrique. Corollaire, si A est transcendant, il ne sera pas racine de ce polynôme qui a coefficient algébrique ou rationnel. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment clair qu'il a coefficient algébrique ou rationnel? X puissance P, bon là c'est clair, B puissance Q, on va pas se tromper, hein. B appartenant à Q, Q appartient à N, Q appartient à N, B puissance Q. B puissance Q c'est le A0. Vous pouvez vérifier que le A0 est bien algébrique. A0 est bien algébrique ou rationnel. Donc, c'est le théorème. C'est des théorèmes, c'est le corollaire. Ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à faire des choses simples. On va d'abord faire deux définitions. Après, on verra à quoi ça sert. Alors, on va faire la première définition. Soit un groupe de vaches de base R1, R2. La base R1, R2 est dite libre. Dans quel cas est-elle dite libre, la base R1, R2? Si on n'arrive pas au cas qu'on avait tout à l'heure avec 3 et 27. Tout à l'heure, on avait la base 3 et 27. On va dire que c'était une base liée parce que 3 au cube était égal à 27 puissance 1. Et c'était une base liée. Donc, on va déterminer à contrario la base libre, c'est quand elle n'est pas liée. Donc, s'il n'existe pas de Z1, Z2 appartenant à Z, tel que R1 puissance Z1 est égal à R2 puissance Z2. Donc, c'est équivalent à une pente ln sur R2 sur ln sur R1 irrationnelle. Voilà. Donc, au final, on aura un groupe de vaches de base R1, R2. La base R1 et R2 est dite libre, si la pente est irrationnelle. Et si donc il n'existe pas Z1 Z2, tel que R1 puissance Z1 est égal à R2 puissance Z2. Elle est dite liée dans le cas contraire, si ces deux tels nombres existent, et dans ce cas-là, la pente est donc rationnelle. Donc le théorème qu'on va dire, c'est un petit théorème simple, ça sert, on va dire, soit une base R1, R2 liée, là on va faire l'inverse, on prend R1, R2 lié, R1, R2 appartenant à R, plus étoile, donc si R1 est transcendant, alors R2 est transcendant, si R1 est algébrique, alors R2 est algébrique. Vous ferez la démonstration vous-même. Je ne me suis pas trompé d'ailleurs. C'est pas l'inverse. Je sais même plus ce que je fais. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà.
Si, c'est ça, c'est bien ça. Une base R1, R2 liée, R1 appartient à un transcendant, alors R2 appartient à un transcendant, R1 appartient à A, donc R2 appartient à A. C'est comme ça, si j'ai pas fait l'erreur. Deuxième définition, base équivalente. Pour déterminer ce théorème, donc il faut se baser sur les théorèmes dits précédemment, vous faites la démonstration vous-même, vous réfléchissez, c'est pas bien compliqué. Définition base équivalente, soit B1, B2 et A1, A2. J'ai inversé A1 et B1, mais c'est pour me blaguer. Hop, deux bases de groupe vaches ordonnées. On va dire que ces bases sont équivalentes, ça serait une définition, si l'hypoténuse a la même pente dans les deux cas. C'est ce qui signifie que donc moins ln de B2 sur ln de B1 est égal à moins ln de A2 sur ln de A1. Voilà. Ce qui signifie dans ce cas-là, ce théorème-là, si deux bases B1, B2 et A1, A2 sont équivalentes, il existe X appartenant à R, tel que 1 puissance X est égal à B1 et A2 puissance X est égal à B2. Ça se démontre comme ça. Bref, on verra la démonstration, ln de B2 sur ln de B1, ln de... C'est des ln faciles. Alors, je n'ai pas utilisé l'exception, les divisés par 0, tout ça, on s'en fout. Hein. On s'en fout, hein. On considère qu'ils sont distincts de 1. On va considérer que les B1, B2, A1, A2, c'est pas égal à 1, parce que ça ne sert pas. Les bases, on les prendra jamais égal à 1. Ça évitera d'avoir un ln de 1 égale 0. On va prendre, à chaque fois qu'on prendra des bases, on considérera qu'on prend des nombres positifs, hein. On ne prend pas des nombres négatifs. On utilise les nombres positifs, donc on considère des bases positives. Donc ils sont toujours, on va prendre tout le temps des bases appartenant à R plus étoile, et si possible différents de 1 aussi. C'est un truc important. Même si possible, supérieur à 1, ça sera toujours utile, parce qu'on peut toujours... après, on les inverse, donc pour avoir les... Voilà, donc même on pourra prendre les bases directement supérieures à 1, strictement, parmi les nombres réels. Ça évite d'avoir des exceptions à étudier, c'est pour ça que je n'ai pas étudié tous les cas d'exception, mais parce qu'on s'en fout, parce que c'est des cas inutiles qu'on ne va pas utiliser. 1 puissance x est égal à B1, A2 puissance x est égal à B2. Qu'est-ce que ça signifie de base équivalente? Ça signifie qu'elles définissent des groupes qui sont ordonnés exactement de la même manière. Donc par exemple, comme exemple de base, si je prends le groupe généré par 2 et 3, et le groupe généré par 4 et 9, ben les nombres 4 et 9, les bases 4, et si on prend la base avec les nombres 4 et 9, ça va générer un groupe de vaches ordonné exactement de la même manière que le groupe avec les nombres 2 et 3. En gros, 4 et 9, ça sera une base équivalente à 2 et 3. Ça sera des groupes ordonnés de la même manière. Les valeurs sont différentes, on est d'accord, c'est pas les mêmes valeurs des nombres. Donc l'équivalence, c'est surtout l'équivalence dans l'ordre, c'est-à-dire que les briques sont posées de la même manière. C'est-à-dire que la disposition des briques est la même. Et l'ordre de tous les éléments, c'est exactement les mêmes. Donc au final, il y a exactement le même ordre, enfin on peut trouver une équivalence dans l'ordre. Après c'est vrai que les valeurs sont différentes, parce que bien entendu, 4 c'est différent de 2, et 9 c'est différent de 3. Ça c'est donc pour les bases équivalentes. Les définitions aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails. Au final j'ai pas fait grand chose. Ça reste un cours assez court. Au final, je croyais avoir fait un peu plus, mais bon. Ce qu'il nous reste à voir, il nous restera à voir le prochain coup, la densité, voir si, donc pour toute valeur V, si on prend une base, déjà la densité, ça sera avec en dimension 2, donc le prochain cours, ça sera toujours dimension 2. Si on prend deux dimensions libres, non liées, parce que si c'est le cas d'une seule dimension ou des dimensions, si on prend des dimensions liées ou une seule, c'est pas bien différent. On n'aura pas de densité dans R. Par contre, si on prend des dimensions libres à deux dimensions, on essaiera de voir s'il y a une densité, c'est-à-dire si pour chaque valeur de V, on peut trouver un nombre en puissance de 2 et 3 le plus proche de V possible, V réel ou irrationnel. On essaiera de démontrer ça, on essaiera de créer une topologie là-dessus. Ce sera une topologie de la bande. On fera aussi une topologie locale. Et après, ce qu'on pourra déterminer, c'est des formules de comptage et essayer de déterminer la distributivité, justement en fonction des directions, dans les cas des deux dimensions 2 et 3. Mais donc la distributivité directionnelle. Les coefficients de distributivité directionnelle. Ce qu'on peut écrire, on va écrire une petite formule. Une formule qui est sympa, de comptage des briques, on verra ce qu'on peut en faire. Donc on peut dire ça. Si je prends
Alors, si je prends soit n, soit n, soit n, appartenant, c'est pas n, c'est pas un bon chiffre, hein. Parce que n, ça doit pas ça. Soit v, appartenant à R, plus étoile. On va déterminer V, on va dire V, on va dire c'est un grand nombre. Hein. Soit V, un grand nombre. Un grand nombre. On va compter les briques, donc on compte les briques pour les nombres, pas pour les nombres fractionnaires. Hein. Soit V un grand nombre appartenant à plus étoile. En fait, pour déterminer le nombre de briques inférieur à V, comment on va faire? On peut utiliser cette formule-là. C'est peut-être pas la meilleure du monde. C'est égal à la somme de k égale 0 à partie entière de ln de n sur ln de 2. J'ai une somme de quoi? De c'est k. Hein. Partie entière, c'est un nombre entier. De ln, partie entière de ln de n sur ln2 excusez-moi ln2 c'était bien ça de n sur 2 puissance k sur ln2 3 partie entière comme ça un truc comme ça hein, si je ne me trompe pas, peut-être qu'il y a des erreurs dans la formule mais je crois que c'est à peu près ça, plus 1 on rajoute 1. Théoriquement, cette formule donne une valeur bonne du nombre de briques. Ça, c'est égal à ref. C'est même pas ref, parce que ref, c'est pour les valeurs entières, V et nombre. Nombre de briques entre 0 et V. Nombre de briques entre 0 et V, c'est égal à somme de k égale 0 à ln de n sur ln de 2 de partie entière de ln de 2. Donc au final, c'est égal à quoi par exemple? Partie entière de ln de n. Bon, je vous laisse éplucher cette formule-là. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que, pour revenir à notre tableau 1, figure 1, ça c'est le nombre de briques, donc c'est la partie approximative en briques. Et on va voir que cette partie approximative, c'est environ égal au volume du triangle. Et le volume du triangle, c'est égal à quoi? Volume du triangle, pas volume, surface du triangle, c'est à peu près égal à la surface du triangle. Hein. On va essayer de déterminer si justement ça tend vers la surface du triangle, ça tend vers en haut. Ça sur la surface du triangle. Il y a quand même une différence, hein, mais ça converge. Ça diverge, on verra bien. Surface du triangle, on va dire, c'est ln de 1. ln de n sur ln de 2, plus 1, plus ln de 3, sur ln de 2, facteur de ln de n sur ln 2. On va faire un demi, parce que c'est un triangle, sur ln de 3, plus 1, vous voyez tout là, plus ln de 2 sur ln de 3, ln de n sur ln de 2, c'est cette valeur qui est là. ln de n plus ln de 2, plus 1, parce qu'il faut rajouter le 1 qui est là, plus le chouïa qui est là. En fait, c'est pas ce chouïa là qui est bon, c'est celui-là. Au final, ça c'est ln de n plus ln de 2, excusez-moi. ln de n plus ln de 2, sur ln de 2, plus 1, plus le chouïa qui est là. Le chouïa qui est là, c'est ln de 3 sur ln de 2, parce que ça c'est 1. Si ça c'est 1, ça c'est ln de 3 sur ln de 2. On fait pareil de l'autre côté. ln de n sur ln de 3, 1, et là c'est ln de 2 sur ln de 3. Ça fois ça, divisé par 2, c'est le volume du triangle. Le volume du triangle, c'est une approximation du nombre de cases. On pourra améliorer l'approximation en déterminant l'espace vide entre les deux. Et en approximant les espaces vides entre les briques
et la volume du triangle. Au final, cette surface du triangle, on va améliorer la formule. Parce qu'on va pas rester ça comme ça. Donc, ln de n plus ln de 2 plus ln de 3 au carré sur ln de 2 fois ln de 3. Ça, c'est la formule du triangle. C'est valable pour 2 et 3, c'est valable pour P et Q. C'est valable pour R1 et R2. Les surfaces du triangle. ln de n plus ln de 2 plus ln de 3 au carré sur ln de 2 sur ln de 3 1 demi. On peut aller plus loin. Hein. C'est avec ce genre de formule qu'on va essayer de déterminer la distributivité. Avec des distributivités. Et avec cette formule-là également. Et d'autres approximations qu'on va essayer d'améliorer. Donc, essayer d'améliorer ces approximations à chaque fois. Cette approximation, l'erreur diminue quand on augmente. L'espace vide, il faudra bien le déterminer. Bon, je vous quitte sur cette formule. Le cours il s'achève là pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Je vais vous montrer ce que c'est un One Piece. Un One Piece, c'est un coffre comme ça. Comment vous le saurez quand vous regarderez les jeux vidéo, quand vous regarderez vos séries à la télé. Un One Piece, au moins vous le saurez. Un One Piece, c'est un coffre comme ça, dans lequel on empile des cours de maths, de physique et de sciences alchimiques. Là, à droite c'est quoi? À droite, je crois que c'est la physique. Hein. Comme ça qu'on a fait. À droite, c'est la physique. Au milieu, c'est la chimie. Et à gauche, c'est les maths. Donc, on met le cours de maths qu'on vient de faire, on le met là. Et on ferme le One Piece. Et c'est à vous de le trouver, ce One Piece. Parce que je suis le propriétaire. Et ça va grandir, je vais le remplir en entier. Là, je viens à peine de débuter. Hein. Avant, je gardais tout dans ma tête, je noterai. A bientôt, ciao. La semaine prochaine, peut-être.